porte les politiques de jeunesse et de vie associative. Et à ce titre-là, elle pilote un fonds interministériel qui accompagne financièrement les associations de tout secteur. Plusieurs volets de financement de l'État existent, dont un volet de soutien à la formation des bénévoles associatifs. Faisant suite, comme le disait Frédéric Frender, aux demandes du Comité national consultatif, il évolue à compter de cette année, particulièrement pour la FDVA nationale, pour accompagner non plus tant des actions ou des journées de formation, mais pour accompagner les associations dans une construction de plans de formation dans la durée avec des objectifs par public. Au niveau régional, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport continuent essentiellement d'accompagner des journées, des actions à un rythme annuel. L'appel à projet, très souvent, n'évolue pas au niveau des DRAGES. Potentiellement, certaines DRAGES expérimenteront à compter de cette année aussi la pluriannualité lorsque la commission régionale est désireuse d'évoluer et d'expérimenter cette pluriannualité. Mais ça reste une expérimentation au niveau régional et selon les régions. Au niveau national, en revanche, toutes les demandes des associations et têtes de réseau national seront désormais exclusivement accompagnées à un plan triennal. Voilà. Comme le souhaitait, encore une fois, le comité consultatif qui souhaite cette évolution vers un accompagnement à des plans et non plus des actions. Alors, qu'est-ce que ça signifie précisément? Je vais essayer de partager mon écran. Ça ne commence pas bien. Je sais pourquoi. Excusez-moi. Voilà. Ça va mieux marcher. Et voilà. Voilà. Normalement, vous voyez maintenant mon écran avec donc tous les différents dispositifs que la JEB va accompagne et porte. Et aujourd'hui, nous nous concentrons davantage sur donc, cette évolution du Fonds pour le développement de la vie associative à un plan pluriannuel, et donc particulièrement pour le volet national de soutien aux associations nationales et têtes de réseau nationales. Nous verrons donc au cours de cette heure et demie différents points, les critères d'éligibilité, le plus important, les transformations induites par l'accompagnement à un plan de formation et non plus à des journées, la somme éventuellement demandée par l'association, le soutien éventuel et les indicateurs, comment se traduit la demande sur le compte association. Je vous rappelle que seules les demandes sur le téléservice, le compte association sont acceptées. Ça devient maintenant le mode unique de transmission des demandes de subvention. Et la question des comptes rendus financiers dans cette perspective pluriannuelle. Premier point, les critères d'éligibilité. En la matière, les organismes éligibles sont inchangés. Nous sommes toujours sur tous les champs et les secteurs associatifs, hors le secteur du sport pour la dimension formation des bénévoles, toujours sur des attentes de satisfaction aux critères du tronc commun d'agrément, c'est-à-dire le fonctionnement démocratique, la transparence financière. Et puis, nous avons aussi quelques secteurs non éligibles, comme par le passé, c'est-à-dire les secteurs qui sont para-administratifs, les secteurs qui sont professionnels, et puis les secteurs qui viendraient exclusivement défendre les intérêts des adhérents. Voilà, il faut qu'on ait un cercle ouvert, là encore, un des critères du tronc commun d'agrément. Je rappelle qu'aucun agrément n'est requis, il faut simplement satisfaire aux critères du tronc commun d'agrément. Au-delà des organismes éligibles, tous les bénévoles réguliers de l'association sont éligibles, peuvent faire l'objet du plan de formation dès lors qu'ils sont des bénévoles réguliers. Donc, aussi bien les nouveaux bénévoles qui sont appelés à prendre des missions et des fonctions régulières dans l'association, que des bénévoles de l'association déjà investis, que des bénévoles du réseau de l'association, ou encore d'associations qui sont partenaires, en l'occurrence partenaires au sens de labellisé accompagnement, c'est-à-dire centre de ressources et d'information des bénévoles. Amandine, pardon. Il y a quelques participants qui demandent si tu peux mettre en plein écran pour que ça apparaisse en plus gros sur l'écran. Bien sûr.
alors, quand je dis bien sûr, il faut que je me méfie du truc. Voilà, ça y est. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, parfait, merci. Très bien. Donc, nous avons parlé des organismes, nous avons parlé des bénévoles. Tous bénévoles réguliers sont éligibles à des actions de formation ou peuvent faire partie du plan de formation accompagné par le Fonds pour le développement de la vie associative. Maintenant, nous parlons des modes de formation. Là encore, l'appel à projet qui a été publié le 21 décembre dernier vise à clarifier le fait que tous les modes de formation sont éligibles dès lors que la demande explicite bien dans quelle mesure il y a une transmission de savoir. Ça doit rester de la formation et non pas de l'information et non pas une visite, une observation, etc. On peut avoir tout mode de formation, du présentiel, du distanciel, une immersion in situ, un échange entre pairs, un partage d'expériences, mais la demande doit clarifier en quoi les bénévoles qui vont faire partie de ces actions de formation vont bénéficier, vont acquérir de nouvelles compétences. Alors, un critère d'inéligibilité est introduit, c'est celle… Alors, excusez-moi, je vais peut-être supprimer les petites… c'est celle pour la participation aux commissions administratives qui sont créées par un texte législatif ou réglementaire ou par une décision d'une autorité publique locale, puisque normalement, lorsqu'une commission administrative est créée, le projet de loi ou la décision doit prévoir aussi des crédits pour former à ce titre spécifique. Donc, le Fonds pour le développement de la vie associative, lui, ne prendra pas en charge la formation à ces commissions administratives dédiées. Donc voilà, un périmètre d'éligibilité que l'appel à projet vise à ouvrir, ou en tout cas dont il cherche à clarifier le fait que le périmètre s'ouvre. Le budget, lui, reste limité, hein, il ne croit pas pour autant. Donc, c'est toujours pareil, on reste sur le registre de la subvention. Toutes les demandes ne pourront pas être accompagnées à la fois budgétairement, mais aussi en fonction de la qualité du projet, de l'importance des précisions apportées à la demande. Tout cela rentre en ligne de compte. La qualité, l'information, les précisions, la description, tout cela est important pour aider l'administration et le financeur public à bien prendre en compte et bien prendre la mesure du plan de formation qui est visé. Est-ce que vous auriez des questions sur ce premier chapitre, sur ce premier point des critères d'éligibilité un petit peu globaux, avant que nous ne rentrions dans le détail de la demande et du plan? Alors oui, il y a une question de Floriane que je vais donc lire pour elle. Bonjour, dans les critères d'éligibilité, quand vous parlez de secteur du sport inéligible, est-ce qu'une association d'activité physique thérapeutique pour les malades et personnes âgées sont considérées comme secteur sport? Tout le secteur sport, dès lors qu'il répond, dès lors qu'il est agréé sport, n'est pas éligible. Voilà. Pour la formation, je vous rappelle qu'au titre du volet financement, financement général ou projet, là, le sport est tout à fait éligible. Mais pour la formation des bénévoles, le périmètre n'a pas évolué. Il n'a pas changé. Merci. Ensuite, il y a une question de Charlotte Debray de la Fonda qui demande si on peut avoir un exemple de commission administrative exclue de l'appel à projet. Il y a des commissions administratives pour les bassins de vie, des commissions administratives pour des actions sociales auprès de personnes exclues. Il y a des commissions administratives de représentants d'usagers, du système hospitalier, voilà, des choses comme ça. Voilà quelques exemples. Merci. Une dernière question de Charlotte sur la nécessité ou non de signer le contrat d'engagement républicain. Oui, depuis le 1er janvier dernier, effectivement, le contrat d'engagement républicain fait partie des éléments à souscrire dans toute demande de subvention, quel que soit le financeur public, et donc y compris pour le FDVA, bien sûr, ça s'applique de la même façon. Alors après, il y a quelques questions sur le budget, mais qu'on va peut-être poser un peu plus tard, parce que je sais que tu vas y revenir plus tard. Je vois une question, de Nelly de Terre de Liens, de savoir si vous faites une distinction entre bénévole et administrateur. Un administrateur est normalement bénévole. Il est engagé régulièrement au sein du projet associatif pour le faire fonctionner de manière désintéressée. Voilà.
Un bénévole n'est pas un adhérent, au sens où il ne vient pas simplement profiter des activités de l'association comme un adhérent pour prendre à un club de loisirs pourrait le faire. Il donne de son temps aussi. Il peut être déjà adhérent, ça bien sûr, mais en tout cas, un bénévole donne de son temps pour faire fonctionner le projet associatif. Une question d'Elsine qui ne comprend pas la différence entre immersion in situ et observation de terrain. Ce sont des qualificatifs du champ de la formation professionnelle. Immersion in situ a été retenue, mais après, vous pouvez l'appeler observation sur le terrain si vous voulez. Encore une fois, il faudra forcément montrer dans la demande de subvention en quoi, au cours de cette observation de terrain, il y a une acquisition de nouveaux savoirs, une acquisition de nouveaux savoir-faire, une acquisition de compétences supplémentaires pour les bénévoles. Ok, je regarde un peu quelques personnes qui posent des questions sur sur de quoi il s'agit quand on parle de labellisation accompagnement. Je vous l'ai dit, à ce stade-là, après le périmètre pourra évoluer, mais aujourd'hui, vous savez qu'il existe des structures associatives dénommées centres de ressources et d'information des bénévoles qui accompagnent les bénévoles de différentes associations sur un territoire donné, qui n'accompagnent pas que leurs propres bénévoles, mais qui sont des centres de ressources, des centres d'information. Et donc, ces associations-là pourront voir effectivement les formations qu'elles dispensent pour les bénévoles du territoire, accompagnées par le FDVA. Très bien, merci. Il y a d'autres petites questions auxquelles on va tâcher de répondre peut-être par écrit. Oui, d'accord. Voilà, je vais transférer. Juste un mot, Adèle, sur le budget global du FDVA, puisque c'est revenu à plusieurs reprises. Peut-être si vous pouvez repréciser, Amandine ou Charles-Émeric, pardon, le budget global FDVA formation. À ce stade-là, le budget fait partie du budget de la JEBVA. Le budget du FDVA fait partie du budget de la JEBVA. Il est voté chaque année en loi de finances. Et ensuite, les crédits alloués à la formation, et notamment à la formation des bénévoles des associations nationales, sont décidés par la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. À ce stade-là, il n'y a pas encore de budget arrêté, puisque c'est en train d'être négocié avec le contrôleur budgétaire. Voilà, mais ces dernières années, il a toujours été pérenne aux alentours de, et même il a été un petit peu augmenté l'année dernière, il était de 3,4 millions l'année dernière pour les associations nationales et la formation des bénévoles au niveau national. C'est-à-dire, encore une fois, quand je dis national, c'est pour les associations nationales et les têtes de réseau nationales. En tout, ce sont 8 millions pour l'ensemble et du national et des délégations régionales académiques à la jeunesse, au sport et à l'engagement. Je continue. Alors, l'accompagnement donc, à un plan de formation et non plus à des journées actions. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui a été largement travaillée avec le comité national consultatif et c'est les personnalités qualifiées qui sont présentes aujourd'hui au webinaire. Donc, à la suite de leur demande, les personnalités qualifiées et le comité appelaient donc à ce que désormais le FDVA accompagne un programme de formation qui soit pensé donc dans la durée et qui soit structuré par public de bénévoles. Ça veut donc dire qu'à compter d'aujourd'hui, le FDVA accompagnera des demandes sur 3 ans, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs de 3 ans, strictement 3 ans, qui sera structurée autour de 3 objectifs maximum. Il peut bien sûr y en avoir moins, 3 objectifs pour chacun des publics qui a été identifié par le comité consultatif. Le premier public possible, ce sont les nouveaux publics de l'association, les nouveaux bénévoles de l'association. Le deuxième public, ce sont les bénévoles réguliers déjà investis au sein de l'association. Et le troisième public, ce sont les élus de l'association. Donc, là, malheureusement, il y a ma petite barre qui cache la légende du camembert, mais vous aurez donc au maximum dans votre demande de subvention 3 fiches projets présentant un objectif
pour chaque type de public. Un objectif pour les nouveaux bénévoles, un objectif pour les bénévoles réguliers et un objectif de formation, d'acquisition de compétences pour les élus. Et excusez-moi, décidément. Bien sûr, vous pouvez très bien avoir un programme de formation qui n'envisage pas de travailler avec, de développer des actions de formation et un objectif de formation pour les nouveaux bénévoles, par exemple, et n'avoir qu'un plan de formation sur 3 ans pour vos bénévoles déjà investis et pour vos élus. Donc, dans ce cas-là, vous aurez 2 fiches projets, l'une précisant votre objectif général d'acquisition de compétences pour les bénévoles réguliers et l'autre fiche projet pour décrivant, précisant l'objectif général d'acquisition de compétences pour les élus dirigeants. Voilà. Donc, au maximum 3 fiches projets, potentiellement entre 1 à 3 fiches, si vous n'avez pas forcément d'objectif de formation pour chacun de ces publics. Et à l'intérieur de cette fiche projet, en revanche, on attendra toujours un descriptif assez fourni, précisant les actions envisagées pour ce public, le programme un petit peu que pourra comporter ces actions, le nombre d'heures totales que représente chacune des actions, éventuellement le nombre de sessions, si vous voulez penser les reconduire à plusieurs endroits du territoire, le mode de formation et le coût éventuel pour les bénévoles. Bien sûr, il est évident que lorsqu'on décrit un projet de formation sur 3 ans, il n'est pas non plus possible d'être hyper précis sur l'année N+3 et les sessions précisément envisagées, l'endroit envisagé ou le programme précis de l'action Intel à N+3. Mais il faut néanmoins pouvoir apporter suffisamment de précision aux financeurs publics, au FDVA, pour qu'ils prennent la mesure de l'ampleur des actions prévues dans cet objectif de formation globale du public. Il y a une demande de financement à l'issue de la demande de subvention. Il y a une demande de subvention. Donc forcément, il faut quand même apporter suffisamment d'éléments précis pour que le financeur public puisse, encore une fois, prendre la mesure, apprécier la qualité, l'importance, la pertinence de l'objectif de formation, la qualité du programme et de l'objectif et du plan de formation sur 3 ans et son envergure. D'où l'importance de connaître le nombre d'heures qui seront prévues et le nombre de bénévoles qui seront prévus, entre autres éléments. Donc, encore une fois, voilà, pensez aussi qu'il est important, malgré un certain flou, une certaine incertitude sur le détail qui pourra être de ces 3 années de formation, il faut quand même pouvoir apporter suffisamment d'éléments pour pouvoir permettre aux financeurs d'apprécier la qualité et l'envergure du plan de formation pour ce public sur 3 ans. Voilà pour un premier point d'explication. Escadelle, il y aurait des questions? Oui, alors il y a beaucoup de questions, notamment sur les publics. On peut commencer peut-être par les questions sur les publics. Oui. Alors, est-ce qu'on pourra préciser la notion déjà d'objectif par public? Qu'est-ce qu'on entend par objectif? Alors, un objectif, forcément, ce sera un objectif global d'acquisition de compétences. Donc, c'est l'association souhaite permettre aux bénévoles réguliers d'acquérir les compétences pour devenir des élus, par exemple, ou de renforcer leur capacité à s'approprier tel projet de l'association. Est-ce que les personnalités qualifiées ont d'autres exemples d'objectifs de compétences à acquérir pour les nouveaux bénévoles? Ça peut être un objectif, acquérir les compétences permettant de prendre les missions au sein de la commission Intel, par exemple. Voilà quelques exemples. Pour les élus, ça peut être acquérir les compétences nécessaires pour transformer le projet associatif qui doit être renouvelé, voilà, à ce moment-là du calendrier.
Alors ensuite, une question de compréhension. Voilà, si le comité consultatif veut, voilà, sur cette partie-là, prendre aussi la parole pour lui-même illustrer ses préconisations, il ne faut pas hésiter. Adèle, tu veux passer à une autre question ou... Pardon, je ne vous vois plus. Oui, sauf s'il y a une réaction dans les intervenants, mais il y a des questions aussi sur comment ça se passe quand la formation s'adresse à plusieurs types de bénévoles, des nouveaux, des réguliers, des réélus ou des élus. Oui. On l'a mis dans l'appel à projet quand il y a effectivement certaines actions qui peuvent prévoir des publics mixtes, justement. À ce moment-là, vous la préciserez, vous la mentionnerez pour le public qui est le plus important. Et puis, vous préciserez que justement, elle s'adresse à plusieurs publics de l'association. Mais elle sera répertoriée pour l'objectif de formation du public principal visé par la formation. C'est dans l'appel à projet. Alors après, sur la durée, dans le cas des formations récurrentes, notamment une action vers les nouveaux bénévoles qui se déroule chaque année, est-ce que le plan de formation peut comporter des sessions sur 3 ans? Oui, bien sûr. Encore, a fortiori, dans ce type de cas, la demande pluriannuelle trouve toute sa pertinence et toute sa logique. Effectivement, la fiche projet de toute façon précise l'objectif de formation et les actions prévues pour réaliser cet objectif sur 3 ans. Et donc, à ce moment-là, vous nous préciserez les bénévoles, les sessions, les actions prévues pour les 3 années, de toute façon. Donc, qu'elles soient répétées ou pas. Mais a fortiori, si elles sont répétées, si elles sont récurrentes, c'est d'autant plus simple, d'autant plus... Une autre question dans la perspective d'un plan triennal, pouvons-nous intégrer dans nos plans de formation des nouveaux bénévoles que nous pourrions mobiliser en 2022-2023 et y a-t-il des proportions à respecter? Non, il n'y a pas de proportion. Et encore une fois, si l'objectif, ce sont les nouveaux bénévoles, bien sûr, les nouveaux bénévoles 2022-2023, ce seront bien des nouveaux bénévoles. Donc, toutes ces actions-là seront bien à inclure dans l'objectif, justement, dans l'objectif de formation, inclure les nouveaux bénévoles, leur permettre d'acquérir les compétences pour s'approprier tel projet ou pour leur permettre de prendre toute leur mission au sein de la commission Intel, etc. Effectivement. Mais il n'y a pas de proportion. Vous nous indiquez voilà, la taille du groupe, du public que vous cherchez à former. Et puis, nous apprécierons ce que nous pouvons accompagner et ce que nous trouvons pertinent au regard de la qualité du projet que vous nous présentez. Il y a plusieurs questions sur les appels à projet national et les appels à projet régionaux. Peut-être si on peut repréciser à quel appel à projet s'adresse, à quel public s'adresse chacun des appels à projet. Et il y a une question un peu plus précise encore là-dessus. Pour les associations à portée nationale avec des antennes régionales, recommandez-vous de faire une seule demande de financement comprenant plusieurs formations adressées à différentes antennes locales? Alors, donc, je rappelle ce que j'ai dit en mots introductifs. Là, on vous présente la version, le dispositif d'accompagnement pluriannuel du FDVA qui vise principalement le FDVA s'adressant aux associations nationales et têtes de réseau nationales. Je vous l'ai dit en introduction, cette dimension pluriannuelle sera exclusivement expérimentée auprès de certaines délégations régionales académiques qui, en accord avec la commission régionale, auront décidé de se lancer dans l'expérimentation. Donc, au niveau régional, il n'y aura pas systématiquement d'expérimentation et de toute façon, elle sera toujours de l'ordre de l'expérimentation cette année. Là, il s'agit vraiment de vous présenter plus précisément le FDVA national. Ensuite, la répartition, l'organisation entre associations nationales et établissements régionaux suit la même logique que précédemment, qu'antérieurement, c'est-à-dire que l'association nationale ou les établissements régionaux peuvent présenter des demandes pour la première auprès du FDVA national, pour les secondes auprès des délégations régionales académiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les mêmes actions ne peuvent être accompagnées par les deux. Donc, il faut qu'il y ait une logique, un choix qui soit fait entre est-ce que c'est l'association nationale qui présente un plan pour tout le territoire auprès du FDVA national, ou est-ce que ce sont les établissements régionaux qui présentent des demandes au niveau régional.
Les demandes qui sont très spécifiques à une région peuvent être présentées auprès de la délégation régionale académique. Et puis, le dernier point à avoir en tête, c'est qu'il faut nécessairement être une association avec un SIRET et être déclaré et avoir une identité, voilà, je vais y arriver, une identité juridique. Voilà, des antennes qui n'auraient pas d'identité juridique il faut forcément un RIB, un SIRET, etc., pour pouvoir déposer une demande de subvention, quel que soit le financeur. Il y a quelques questions également, Amandine, sur le fait que certaines associations vont avoir des plans de formation sur 1 an, sur 2 ans. Ils s'interrogent comment l'articuler avec la récurrence des 3 ans. Au niveau du FDVA national, nous, ce que nous observons, c'est que nous avons, pour la plupart, je sais pas, 97% des associations que nous accompagnons, des demandes qui se répètent, des demandes des associations qui reviennent chaque année. Je recommence, j'essaie de mieux m'expliquer. Les associations présentent chaque année une demande auprès du FDVA national, généralement. Il est très rare qu'au niveau du FDVA national, on ait une demande une année et puis seulement 3 ans plus tard ensuite. Donc, au niveau du FDVA national, et c'est pour ça que l'extension, la généralisation se concentre au niveau du FDVA national, au niveau du FDVA national, normalement, la plupart des associations qui abondent habituellement auprès du FDVA national sont des associations qui présentent une demande chaque année. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, qui présentent une demande qui, très souvent, pour une grande partie du programme, se répète. D'où la pertinence, encore une fois, d'une CPO au niveau national. Je le dirai dans un instant, ça n'empêche pas que certaines actions ou certains objectifs peuvent évoluer au cours du temps sur une CPO. Ça sera traduit à travers des avenants. Mais au niveau du FDVA national, pour la plupart des associations que nous accompagnons, elles présentent une demande chaque année et très souvent, le programme présenté est pour l'essentiel, ou en tout cas pour une grande part, reconduit. Voilà. Donc, les modifications pourront toujours, si par hasard le plan de formation appréhendé cette année doit évoluer de façon structurante en 2023 ou en 2024, eh bien, ça pourra toujours être organisé de concert avec l'administration à travers des avenants s'il y a un accord commun sur cette transformation des objectifs. On a quelques questions relatives à l'éligibilité de formation qui serait sur la fonction employeur, qui porterait sur la fonction employeur. Est-ce que c'est éligible? Oui, bien sûr, ça l'a toujours été. Oui, oui. Il n'y a pas de type de formation ou d'objet, de sujet de formation, pardon, qui ne soit pas éligible comme ça, a priori. J'en perçois pas du tout. Mais bien sûr, la fonction employeur fait souvent partie des plans de formation que vous nous présentez. Et après, la question de l'évolution d'une année sur l'autre sur ce plan de formation de 3 ans. Est-ce qu'on peut faire évoluer par le nombre de bénévoles d'une année sur l'autre? Est-ce que le nombre de jours peut évoluer aussi d'une année sur l'autre? Est-ce qu'il faut préciser pour les 3 années les thématiques précises de chacune des formations? Oui, c'est bien ce qu'on a indiqué là sur le diapo. C'est qu'effectivement, la fiche projet que vous allez nous présenter pour 3 ans eh bien, va présenter un plan, un programme de formation assez détaillé pour chacune des années. Bien sûr, il pourra y avoir, alors ça je vais passer peut-être à la diapo suivante, bien sûr, il pourra y avoir une évolution, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous nous présentez. Soit c'est une évolution à la marge, finalement, vous changez, vous transformez les actions de formation et c'est tout l'intérêt de la CPO, c'est que ça va vous offrir plus de souplesse à l'intérieur du plan de formation pour le public que de permuter des actions au cours de la CPO. Ça, c'est justement un des gros attraits de la CPO, c'est que on fixe ensemble préalablement un objectif de formation avec des indicateurs de formation, mais si vous changez une action de formation pour la transformer et la substituer par une autre à N+2 ou N+3, c'est justement l'intérêt de la CPO, c'est que ça vous offre cette latitude-là. Après, si ça doit toucher aux indicateurs et aux objectifs de formation qui sont fixés dans la CPO, encore une fois, ça sera traduit à travers des avenants après discussion entre l'association et le financeur public. Voilà. Donc, il y a bien une fluidité qui est possible à travers la CPO au cours des années.
Et vous pouvez très bien prévoir de former un nombre de bénévoles à N+1 qui soit moindre qu'à N+2, par exemple. À ce moment-là, vous le préciserez dans le projet de formation. Vous précisez votre projet de formation. Si, en revanche, c'est ce que je dirais tout à l'heure, c'est que la CPO et son soutien financier, son accompagnement financier, lui, sera pérenne sur les 3 années. Alors, on verra ensuite, voilà, si vous avez tout d'un coup, vous découvrez un besoin accru, si dans 2 ans, vous découvrez que tout d'un coup, vous avez besoin finalement de développer un nouveau pan de formation très important qui vous demande plus d'accompagnement financier. En revanche, au cours de la CPO, notre accompagnement financier, lui, sera pérenne, puisque notre budget financier, lui, je l'ai dit en introduction, est voté chaque année, et que donc nous ne pouvons pas anticiper tout d'un coup un accompagnement plus important. Donc, sur les 3 ans, ça veut dire un accompagnement pérenne. Mais bien sûr que sur votre demande de subvention ou au cours de la CPO, on peut très bien prévoir un plan de formation d'une certaine envergure à N+1 et puis un plan plus important à N+2. Ça, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et encore différent à N+3. Passer à la suite ? Avant de passer à la slide suivante, juste plusieurs questions sur le nombre de bénévoles. Est-ce qu'il y a un nombre de bénévoles minimum par session, ou est-ce que le plan de formation doit-il concerner un pourcentage limité de bénévoles par rapport au nombre total de bénévoles d'associations comme c'était le cas auparavant? Je regarde, je crois qu'il y a encore une dernière. Voilà. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de bénévoles et est-ce que par ailleurs il y a une limitation dans le nombre de bénévoles dans les demandes? Donc, en ce qui concerne le nombre de bénévoles prévus pour l'ensemble du plan de formation par rapport aux bénévoles de l'association, non, il n'y a pas ni de maximum ni de minimum. Votre demande présente son projet et l'administration, le financeur public, verra ce qu'il peut accompagner, ce qu'il juge opportun d'accompagner et ce qu'il a les moyens d'accompagner aussi. Donc, pas de limite par rapport à l'ensemble de vos ressources humaines bénévoles, ni de maximum ni de minimum. Par rapport à des actions de formation, on reste sur la même logique qu'antérieurement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir formation. Le FDVA n'accompagne pas de formation individuelle et le FDVA n'accompagne pas de grands colloques où un nombre très important de bénévoles sont assemblés et se voient dispenser une information générale. En revanche, nous ne rentrons plus dans le même détail qu'auparavant sur un groupe précisément de 12 à 25. Voilà. Là, il y a plus de souplesse qu'auparavant, puisque finalement, déjà les années antérieures, petit à petit, au regard des actions qui nous étaient présentées, de toute façon, la souplesse avait été introduite. Voilà, au regard, par exemple, de formation de l'informatique, nécessairement, le groupe de bénévoles formés est plus restreint parce qu'il y a un besoin de matériel, parce qu'il y a besoin d'un accompagnement plus près de chaque individu. Et potentiellement, pareil, le groupe de formation peut aussi être plus important que 25 et être autour de son œuvre de 30 ou quelques individus. Donc, il n'y a pas un groupe avec un nombre de bénévoles définitivement arrêté, mais on est toujours sur la même logique d'accompagner un groupe de bénévoles et non pas un individu, et d'accompagner dans des conditions qui permettent de la formation et non pas la réception d'une information générale. Voilà. Toujours le même critère majeur, c'est celui de réunir les conditions, que ce soit par le mode ou par la taille, qui permettent une transmission de savoir suffisante pour chacun des participants. Excusez-moi d'intervenir, je suis Olivier Lenoir. À la page 5 de l'appel à projet, au B public visé, il y a quand même la phrase le nombre maximum est de 25 stagiaires bénévoles par session. C'est un peu contradictoire avec ce que vous venez de dire, Amandine. Oui, enfin, sauf que je viens de dire qu'il faut qu'il y ait une taille justement à peu près raisonnable qui permette une transmission de savoir et non pas une information générale. Donc, ce que je viens de dire, c'est aussi qu'on n'est pas à quelques individus près. Que si la taille, elle fait 30 individus, bah, ça ira aussi. On accompagnera aussi cette logique-là. Mais vous le savez, puisque vous êtes personnalité qualifiée. Oui, mais c'est pour expliquer les phrases et ce que vous venez de dire, Amandine.
Ce que je viens de dire, c'est que justement, on n'était pas sur une taille paramétrée précise et qu'il fallait que ce soit ni juste une formation individuelle, ni un grand groupe qui bénéficie d'une information et non pas de conditions qui permettent une appropriation de savoir permettant de renforcer les compétences de l'individu pour le projet associatif. Alors, peut-être une dernière question de précision, et puis pour les autres questions, on va tâcher d'y répondre par écrit ou de les reprendre un peu plus tard, parce que ça va venir plus tard dans le déroulement. Une question sur la périodicité, c'est-à-dire la personne demande, est-ce qu'il y aura désormais un appel tous les 3 ans, ou si nous déposons 2 projets, bénévoles réguliers et élus par exemple en 2022, est-ce qu'il sera possible de déposer une fiche projet en 2023 pour les nouveaux bénévoles? Alors, il y aura bien sûr un appel à projet qui sera présenté chaque année, mais pour intégrer a priori de nouvelles associations qui n'auraient pas présenté de demande en l'occurrence 2022. Voilà. L'association, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'a priori, bon, là on se lance dans quelque chose de nouveau, donc, mais a priori, là, si on accompagne une association en 2022 pour 3 ans, c'est ce que je viens de dire, c'est que le soutien financier qui lui sera accordé peut difficilement évoluer en termes de budget. Après, ça n'empêche pas qu'au sein de la CPO qui existe déjà, qui sera signée en 2022, si tant est qu'il y ait CPO qui soit signé, néanmoins qu'il y ait un avenant qui soit signé, là encore, pour faire finalement évoluer le plan de formation sur 3 ans et intégrer un nouvel objectif en révisant un autre objectif, par exemple. Est-ce que je suis claire? Oui. Oui, je pense que ça répond à la question de la personne. J'essaye de voir les visages. Et puis, juste peut-être préciser CPO pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça signifie. Tout à l'heure, je disais convention pluriannuelle d'objectifs. C'est une convention pluriannuelle. Donc, une convention signée, en l'occurrence, sur 3 ans. Et donc, encore une fois, voilà, si un objectif veut être ajouté en 2023, un avenant pourra toujours être conclu pour faire évoluer les objectifs, en réviser un existant et en ajouter un nouveau à périmètre budgétaire constant. Voilà. Bon, je vous propose de passer au point suivant. Donc, je vous le disais, donc la demande financière totale est celle prévue pour les 3 années. Et comme dans toute demande de subvention, à chaque fiche projet est associé un budget prévisionnel pour ce type de public sur 3 ans. Ça répond à certaines de vos questions. Soit votre demande est répétée, soit le budget et l'objectif chaque année est le même, et donc à ce moment-là, vous avez juste une fiche, un budget prévisionnel pour 3 ans à remplir. Soit vous anticipez déjà, vous savez déjà finalement que votre besoin financier sera moindre en 2022 et plus important en 2023 pour cet objectif de public, pour cet objectif d'acquisition de compétences pour le public, par exemple pour vos bénévoles. Et à ce moment-là, vous remplirez 3 fiches budgétaires prévisionnelles par année. Ce qui permet justement de vous accompagner si vous avez un besoin d'accompagnement différent sur les 3 années. Et de ne pas forcément avoir un budget identique la même année. Mais ça, c'est quelque chose d'anticipé. Alors, Frédéric Funder vous l'a dit en introduction, dans le cadre de cette CPO, nous quittons le système de forfait journalier qui préexistait pour désormais apporter une aide qui est strictement liée à la demande de subvention qui est présentée. Donc, on est sur un accompagnement financier au cas par cas qui sera essentiellement apprécié au regard de la demande et de la qualité du projet présenté, de son envergure et du budget présenté aussi. Voilà, les différents paramètres qui permettront de décider en tant que financeur public de la subvention éventuellement accordée. C'est le programme de formation présenté, son envergure, sa qualité, les précisions apportées, d'où l'importance des précisions à apporter, et le budget que l'association va y consacrer. Et comme par le passé, le FDVA continuera d'accompagner au maximum
un projet associatif à hauteur de 70% des aides publiques qu'elle perçoit. Le but étant qu'il y ait aussi des ressources privées. Et je rappelle à cette occasion que parmi ces ressources privées, la valorisation du bénévolat, si elle est déjà dans vos comptes, est tout à fait prise en compte dans l'instruction d'une demande de subvention FDVA. Donc, parmi les ressources privées, la revalorisation comptable du bénévolat entre en ligne de compte. Dès lors qu'elle existe, qu'elle est valorisée dans vos comptes. Désormais, les indicateurs donc, ne seront plus systématiquement des indicateurs de journée, de nombre de bénévoles et de sessions. Ce seront des indicateurs potentiellement quantitatifs, très souvent, qualitatifs aussi, qui seront proposés par l'association et qui seront éventuellement discutés ensuite avec les équipes du FDVA, l'équipe du FDVA, au regard des objectifs que le FDVA souhaite accompagner. Donc, ce seront des indicateurs, encore une fois, proposés par l'association, au regard de ce qu'elle souhaite atteindre en termes, encore une fois, soit quantitatifs, soit d'acquisition de compétences, de transformation du projet associatif, etc. Ils mesurent, ces indicateurs, l'impact des programmes de formation, l'impact du plan de formation. On ne se limite plus désormais à un décompte de journées, d'hommes et de sessions, qui était une vision plus restreinte. Là, il s'agit d'accompagner des plans de formation dans la durée et donc de choisir des indicateurs proposés par vos soins et définitivement définis avec nous, construits avec nous, financeurs publics, qui permettent d'apprécier la réalisation du programme de formation, la transformation de l'association. Une souplesse est donc, je le disais tout à l'heure, introduite dans la réalisation des actions de l'objectif. Si à l'intérieur d'un objectif de formation, des actions doivent être permutées, des reports doivent être effectués, ce sera beaucoup plus facile pour l'association. L'administration, si l'objectif ne vise pas précisément ces actions-là, l'administration n'aura plus besoin de regarder si toutes les actions prévues ont bien été réalisées, etc. L'administration va désormais se concentrer sur la réalisation des indicateurs qui auront été choisis ensemble. Mais au sein d'un objectif, si en N+2, vous décidez de changer telle action par telle autre, dont l'objet s'avère plus pertinent au regard de l'actualité, au regard de votre projet associatif, au regard de votre campagne, etc., vous aurez justement beaucoup plus de souplesse dans la réalisation des actions d'une année sur l'autre. En revanche, le nombre de bénévoles formés et d'heures consacrées, globalement, resteront des éléments majeurs, un, dans le soutien et deux, dans l'évaluation de l'administration. Forcément, ce sont des indicateurs qui ont du sens et qui sont significatifs par rapport à un plan de formation et par rapport à un accompagnement financier, par rapport à l'envergure d'un plan de formation, même s'ils ne seront pas forcément les indicateurs, en tout cas des indicateurs systématiques. Mais ils restent des indicateurs assez significatifs. Est-ce qu'il y a des demandes par rapport à ces points-là ? Alors, je regarde. Il y a une question sur la démonstration attendue pour la transmission des savoirs, par exemple. Donc, on est un peu là sur les indicateurs et la façon dont les dossiers pourront être instruits et évalués. Il s'agit de montrer en quoi, quelle va être la différence de l'action de formation pour les bénévoles visés, en quoi ils n'ont pas encore ces compétences-là et en quoi le mode de formation visé, l'action visée, va permettre de transmettre ces savoirs. Il s'agit de rendre visible la différence entre deux états, entre l'année N0 et l'année N+1. Qu'est-ce qui garantit que dans l'action de formation, il y aura une acquisition de compétences, de nouveaux savoirs? Voilà, est-ce qu'une personne qui demande si on peut donner justement des exemples concrets d'indicateurs pour illustrer peut-être?
Des indicateurs, ce sera justement aussi, ces indicateurs, ils sont forcément liés au plan de formation et au projet de formation, donc ce n'est pas possible de les généraliser. Je vous l'ai dit, nécessairement, le nombre de bénévoles et le nombre d'heures consacrées seront très souvent certainement une partie des indicateurs, mais il peut aussi y avoir un indicateur sur la transformation du projet associatif suite à la formation des bénévoles, la tenue de tel événement suite à la formation des bénévoles, la satisfaction des bénévoles suite à la formation. Voilà d'autres exemples, cette fois-ci qualitatifs, d'indicateurs. Des demandes de précision sur les pourcentages. L'écrêtage est indiqué à 80% et non 70% dans l'appel à projet. S'agit-il de la même chose? Oui, il s'agit de la même chose. D'accord, merci. On a plusieurs questions également sur la valorisation du bénévolat. Est-ce que ça s'adresse aux bénévoles en formation ou à ceux ayant participé au montage de l'action de formation? Comment valorise-t-on le bénévolat? Si la valorisation comptable du bénévolat n'est pas encore en place dans l'organisation, est-ce qu'elle peut être intégrée ensuite en N+2, N+3? Alors, vous disposez sur le portail national gouvernemental association.gouv.fr d'un guide pratique sur la valorisation comptable du bénévolat. Donc, je vous invite à y aller, parce que ça va être difficile d'être exhaustif dans la réponse sur ce webinaire. Il s'agit de la valorisation comptable des ressources bénévoles investies par tous les bénévoles de l'association. Il ne s'agit ni de ceux exclusivement qui vont monter le projet de formation, ni de ceux exclusivement qui sont formés. Il s'agit, dans les ressources de l'association, il s'agit de valoriser justement les ressources, le temps, les compétences investies par les bénévoles, par tous les bénévoles de l'association. Encore une fois, il n'y a pas de façon systématique de valoriser comptablement. Il y a différentes façons d'apprécier le temps et les compétences investies. C'est précisé dans le guide. Donc, il s'agit de bonnes pratiques. Et en revanche, il faut, et ça je l'ai dit tout à l'heure, il faut nécessairement que cette valorisation comptable existe déjà dans les comptes, sinon elle ne peut pas être prise en compte. Mais allez voir le guide. Voilà, vous avez un guide pratique qui est dédié sur association.gouv.fr. On a plusieurs questions aussi que je vois passer. Il me semblait qu'on avait répondu, mais peut-être pas. Savoir si on peut à la fois faire un plan de formation qui mêle bénévoles et salariés de l'association. Le FDVA s'adresse exclusivement à la formation des bénévoles associatifs. Donc, comme par le passé, un plan de formation, une action de formation peut s'adresser aux bénévoles et aux salariés, mais le FDVA, lui, n'accompagnera financièrement que la formation des bénévoles. C'est son objet. Il n'accompagne ni la formation des volontaires, ni la formation des salariés. Plusieurs questions également sur les dépenses éligibles, ce qui peut rentrer dans le budget proposé. J'en cite quelques-unes. Est-ce qu'une partie du coût d'un salarié qui coordonnerait le plan de formation et organiserait les sessions est éligible? Oui. Est-ce que le budget lié à la mise en place de la mesure d'impact du plan de formation peut rentrer dans le budget alloué? Et puis plus globalement, quelles sont les dépenses éligibles? Est-ce que les frais de déplacement peuvent aussi également rentrer dans le budget? Oui, bien sûr. Tout cela peut rentrer dans le budget. Le coût du salarié qui s'investit pour développer le plan de formation, les frais annexes, etc. Oui. C'est précisé là encore dans l'appel à projet. Je vous rappelle plutôt en revanche que l'action de formation, que le bénévole, lui, n'est pas appelé à financer quoi que ce soit. Pour qu'il y ait un soutien financier du FDVA, il faut que l'action de formation soit gratuite pour lui et qu'il ne participe qu'à des coûts annexes tels que la restauration ou l'hébergement si c'est sur plusieurs jours. Mais l'action de formation elle-même doit être gratuite ou quasiment gratuite pour le bénévole, pour qu'il y ait un accompagnement financier du FDVA. Tout cela est dans l'appel à projet. Évidemment, toujours sur ces questions de budget, donc plusieurs questions. La demande de financement n'est plus limitée à 700 € par jour, point d'interrogation. Quel est le budget maximal de la demande de subvention? J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Et pour l'écrêtage, est-ce qu'on est à 70% ou à 80%? Donc, si l'appel à projet précise 80%, nous sommes à 80% et, pour l'écrêtage. Et il n'y a pas de budget maximal de demande.
voilà, vous demandez la subvention qui vous paraît nécessaire au regard de votre budget et de votre projet. Et l'administration vous accompagnera dans la mesure de ce qui lui semble est pertinent au regard de la demande présentée et de ce qui lui semble aussi possible par rapport à son budget. Sur le montage des fiches et du budget, dans le cadre d'une fiche avec plusieurs actions de formation, est-ce qu'on doit donner un budget par action ou un seul pour l'ensemble de la fiche? Non, c'est un budget pour l'objectif de formation. Donc, ce n'est pas un budget par action, mais c'est un budget pour l'ensemble de l'objectif de formation pour le public. Donc, un budget pour le public des nouveaux bénévoles, pour prendre cet exemple-là. Ce qui est possible, en revanche, c'est que si le budget pour les nouveaux bénévoles évolue au cours des 3 années, que vous le savez déjà, à ce moment-là, vous pouvez faire 3 fiches budget prévisionnel pour chacune des années. Mais c'est une fiche projet par objectif de formation par public, avec une fiche budgétaire prévisionnelle par objectif de formation par public. Une question à nouveau sur les indicateurs pour savoir si des indicateurs types ou des exemples types sont proposés lors de la demande. Amandine, je te laisse répondre, ou si chaque association doit définir ses indicateurs en interne. C'est ce qui est marqué là sur le diaporama. Hein. Il n'y a pas d'indicateur type, encore moins sur le compte asso. Ce sont des indicateurs qui doivent être proposés par l'association au regard de son objectif de formation et de son plan de formation. Et le cas échéant, au regard de ce que l'administration voudra accompagner, on discutera ensemble de préciser, affiner l'indicateur retenu. Mais il est bien proposé par l'association au regard de l'objectif de formation. Donc, on a 2-3 objectifs, 2-3 indicateurs par objectif de formation par public, proposés par l'association au regard de ce qu'elle veut améliorer, de ce qu'elle veut accompagner. C'est elle qui sait justement ce qui est le plus pertinent, ce qu'elle cherche, ce qu'elle vise. Il y a plusieurs questions sur l'écrêtage, si on peut définir qu'est-ce qu'on entend par écrêtage, et puis la différence entre les 70 et 80% qui semble être mal comprise. Apparemment, on a affiché donc 70% d'écrêtage, on entend aussi 80%. Est-ce que tu pourrais juste repréciser ça? Oui, mais là, je viens de le redire, hein, c'est un écrêtage à 80% qui est indiqué dans l'appel à projet. Et ça veut dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que le FDVA, aux côtés des autres financeurs publics, ne représenteront une aide financière dans le budget de l'association qu'à hauteur de 80% maximum. 20%, dans ce cas-là, doivent provenir de ressources privées. Et parmi ces ressources privées, la valorisation comptable du bénévolat est possible si l'association le réalise déjà dans ses comptes. Ok, merci. Je vous propose qu'on passe à la diapo suivante. Si j'y arrive. Voilà. Alors, la demande sur le compte asso, les renseignements à fournir sont précisément ceux qui figurent dans le formulaire unique de demande de subvention, qui est le CERFA, dont je vous ai mis les références à jour en 2022. Il vient d'être actualisé, le CERFA 12-156 version 06. Donc, ce sont strictement les mêmes informations. Il n'y a pas de renseignements supplémentaires au-delà du formulaire unique de demande de subvention. Et tous ces renseignements sont précisés dans l'appel à projet, page 6-7. On vous a à chaque fois identifié chacune des étapes du compte association pour vous dire, pour illustrer à chacun des éléments qui sont demandés par le compte asso, ce qui est à fournir. Attendez, je vais peut-être, alors je vous pensais partager mon écran sur le compte asso, mais je me demande aussi l'heure qu'il est. Hop, ça va. Alors, je vais essayer de partager donc un nouveau partage. Voilà. Voilà. Alors, je partage en mode plein écran si j'y arrive bien. Non. Bon. Écoutez, on va rester comme ça. Donc, vous avez là en copie d'écran, en partage d'écran, pardon, l'appel à projet national.
Donc, encore une fois, l'appel à projet fait 8 pages qui cherchent à expliciter les différents éléments qui sont attendus dans la demande de subvention. Donc, qui viennent compléter, qui sont même le préliminaire à ce webinaire, qui cherchait à clarifier encore les choses. Mais donc, lisez bien l'appel à projet qui cherche à clarifier un maximum la demande de subvention, ce qu'elle doit présenter, ce qui est attendu comme élément de compréhension pour que l'administration puisse comprendre votre plan de formation et apprécier votre besoin et ce que nous pouvons accompagner. À partir donc de la page 6, on a repris les différentes rubriques du compte asso pour essayer de clarifier, illustrer les différents items et ce qui est attendu comme précision. Donc, comme dans toute demande de subvention, vous avez une page qui est dédiée à la présentation de l'association. Aucune nouveauté en la matière. On vous demande toujours votre numéro SIRET, votre numéro RNA, le RIB, et il est très important que l'adresse du siège portée sur le RIB soit celle du SIRET également. La concordance des deux est essentielle pour qu'il puisse avoir un accompagnement financier et comptable. La page dédiée toujours à la présentation de l'association vous demande des précisions sur le nombre de bénévoles régulièrement impliqués dans le projet associatif. C'est ce qui nous permettra de prendre conscience, de réaliser l'envergure de votre plan de formation au regard de votre effectif total de bénévoles, voir quelle est donc, encore une fois, l'importance de votre plan de formation. Et vous demande des éléments budgétaires obligatoires pour accompagner une demande de subvention, c'est-à-dire un budget prévisionnel, et puis vos derniers comptes approuvés si c'est une première demande. Après cette page de présentation du projet associatif, vous avez un onglet projet. Toujours pareil, il n'y a aucune nouveauté et aucune spécificité par rapport à une demande de subvention CERFA. Le téléservice, le compte asso reprend précisément les éléments qui sont prévus par règlement pour le formulaire unique de demande de subvention. Donc, vous avez une fiche projet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous pourrez donc établir autant de fiches projet que de publics que vous souhaitez accompagner. Donc, au maximum, 3 fiches projet, une fiche projet pour chacun des publics, une fiche pour les nouveaux bénévoles, une fiche pour les bénévoles réguliers et un objectif de formation, une fiche projet pour les élus dirigeants. Encore une fois, selon les plans de formation, vous ne chercherez pas forcément à accompagner, à former les 3 publics. Et dans ce cas-là, vous pouvez présenter moins de fiches projet pour moins de publics. À chaque fiche projet, à chaque public avec un plan de formation, la fiche commence par vous demander l'objectif de formation. Il s'agit donc de préciser quels sont les objectifs d'acquisition de compétences que vous visez pour ce public. On en a déjà parlé, je vous ai déjà donné des exemples. Pour les bénévoles, ce sera par exemple acquérir les compétences nécessaires à leur intégration au sein du projet associatif, ou acquérir les compétences nécessaires à des élus pour transformer le projet associatif qui doit être renouvelé. Voilà des objectifs généraux de compétences pour un public large, les nouveaux bénévoles, les bénévoles réguliers ou les élus dirigeants. Donc, un objectif large de compétences à acquérir qui est ensuite étayé, détaillé dans la partie descriptive, dans la partie description, par les actions envisagées, leur programme succinct, le temps dévolu, les sessions éventuellement reproduites, le mode de formation qui est prévu, et puis le nombre total de bénévoles par action qui est prévu. On aura aussi bien besoin de savoir le nombre total par action dans le descriptif que le nombre total de bénévoles pour l'ensemble du projet. Le nombre total de bénévoles bénéficiant du projet sera précisé dans les publics bénéficiaires et le nombre total par action dans le descriptif. Se trouve, à chaque fois, je vous le surligne, je ne sais pas si vous voyez, en italique et en gras dans l'appel à projet, les termes que vous retrouvez dans le compte asso. Ce sont précisément les mêmes termes qui sont utilisés dans le compte asso.
Donc, dans le descriptif, vous nous mettrez le nombre total de bénévoles par action. Et dans public bénéficiaire, vous nous mettrez le nombre total de bénévoles pour l'ensemble du projet de formation des nouveaux bénévoles, par exemple. La question a déjà été posée antérieurement. Si une action de formation vise plusieurs publics, à ce moment-là, elle est précisée dans la fiche projet, dont le public est le plus important. Donc, toujours en gras en italique, sur le compte asso, vous sont demandés les moyens humains consacrés à développer le projet, les territoires où pourraient avoir lieu les réalisations de formation, et puis la fameuse rubrique évaluation, où vous seront demandés de nous proposer donc 2 ou 3 indicateurs pour cet objectif de formation générale de ce public. Donc, 2 ou 3 indicateurs à votre initiative, permettant d'apprécier l'impact du plan de formation pour ce public précisément. Et dernier point, un budget prévisionnel pour cet objectif de formation. Donc, encore une fois, pour bien comprendre l'appel à projet, sont inscrits en gras en italique les rubriques que vous trouvez dans le compte asso et qui sont donc sur l'appel à projet un petit peu illustrés, un petit peu expliqués. Ce sont les mêmes vocables que vous retrouvez dans le compte asso. Donc, vous avez là une sorte de glossaire. Et dernier point, donc je reviens à ça. Tous ces éléments, ces renseignements à fournir sont strictement ceux du CERFA. Il n'y a aucun élément supplémentaire attendu par rapport, excusez-moi, par rapport à la demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Alors, oui, il y a des questions sur le compte-rendu financier. Ah, bah, c'est le point suivant. Attends Adèle, parce qu'à ce moment-là, tu veux que je passe directement à ce point-là ou... Oui, bah, on pourra peut-être tout traiter d'un coup. Bon, alors, excusez-moi. Voilà, donc, effectivement, autant la CPO vous permet de ne présenter qu'une seule demande pour 3 ans, et vous n'aurez donc pas à la renouveler en 2023 et en 2024. Là encore, c'est un des attraits de la CPO, c'est que vous ne présentez une demande qu'une fois pour 3 ans. Encore une fois, je le redis, au cours de la CPO, si vos objectifs changent finalement, pour reprendre l'exemple de la question posée précédemment, si finalement vous voulez former un public que vous n'aviez pas anticipé de former en année N0, eh bien, il sera possible justement, en cours de CPO, à travers la signature d'un avenant, de réviser les objectifs déjà prévus pour en introduire un nouveau. Encore une fois, toujours pareil, à périmètre budgétaire constant. Et cette possibilité d'avenant, cette possibilité d'évolution de la convention pluriannuelle d'objectifs, de convention sur les 3 ans, requiert en revanche toujours des comptes rendus financiers annuels à nous transmettre avec les comptes annuels, d'autant plus pour pouvoir justement apprécier le besoin, la pertinence d'une évolution de la CPO, de la convention pluriannuelle. Si vos comptes rendus financiers montrent justement qu'il y a eu une difficulté pour réaliser l'objectif de formation prévu en N0, on sera d'autant plus justement d'accord et convenant avec vous de l'importance de retravailler ensemble la convention en 2023 ou en 2024 pour pouvoir réviser les objectifs et voir ce qui est faisable, ce qui peut être réalisé, ce qui semble finalement plus pertinent, etc., etc. D'où l'importance des comptes rendus financiers annuels, c'est de pouvoir apprécier avec vous l'utilité finalement de réviser la convention, de la faire évoluer au regard de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez finalement ajouté, de ce que vous avez retiré l'année précédente. Donc oui, il est toujours demandé des comptes rendus financiers annuels et des comptes annuels. Et je vous l'ai déjà dit également, la subvention, par contre, sur les 3 ans, ne pourra pas évoluer en cours de convention. Si un projet
très important d'envergure se dessine en 2024, le FDVA, lui, ne pourra pas vous accompagner tout d'un coup en plein cours de la CPO de façon exceptionnelle. Elle ne pourra le faire qu'à l'issue de la CPO, le cas échéant. Donc, à N+4. Ok, merci. Il y avait plusieurs questions justement sur la périodicité des comptes rendus. Il y a des questions sur la périodicité du versement de la subvention dans le cas de la CPO. La périodicité, c'est un versement, 50% de la subvention qui est versée en avance au printemps. Alors, par contre, là, pour cette première année, forcément, il y a forcément le temps d'instruction et un versement intégral, comme d'habitude, à l'été. Ça ne change pas. Par contre, en année N+2, N+3, il y a un versement en avance de 50% au printemps et un versement, pareil, en septembre pour compléter, apportant les 50% restants de la subvention. Donc, je le redis, première année, forcément, il faut l'instruction. Donc, c'est, comme d'habitude, un versement intégral en cours d'été. Et puis, en N+2, N+3, 50% au printemps, 50% en septembre. Octobre. Peut-être une question de clarification, parce que ça revient quand même pas mal dans l'onglet questions-réponses. Oui. L'articulation entre le plan de formation, les objectifs, les fiches, comment tout ça s'articule? Est-ce que c'est un plan de formation et plusieurs fiches selon les publics? Est-ce que c'est autant de formation que de public, autant de plans de formation que de public? C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris par tout le monde. Alors, le plan de formation, c'est la chose, le projet global que vous avez pour l'ensemble de vos ressources humaines bénévoles. Hein, je le redis, le FDVA ne s'intéresse qu'à l'accompagnement de la formation de vos bénévoles associatifs. Donc, le plan de formation, dans notre acception, c'est votre projet global pour la formation des bénévoles régulièrement investis dans votre projet associatif. Dans votre demande de subvention au titre du FDVA, il vous est désormais proposé de le structurer à travers 3 prismes retenus par le Comité consultatif national, que sont les 3 publics qui composent votre association, c'est-à-dire les nouveaux bénévoles. Et donc, pour les nouveaux bénévoles, vous nous présenterez un objectif global au travers d'une fiche. Vous aurez un deuxième objectif peut-être pour les bénévoles réguliers présenté au travers d'une deuxième fiche. Et vous aurez peut-être un troisième objectif de formation pour les élus dirigeants présenté à travers une troisième fiche. Alors, justement, sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs objectifs par public? Vous avez un objectif global de formation. Après, à l'intérieur de cet objectif global de formation, il y a plusieurs actions prévues, il y a plusieurs développements de compétences prévus qui seront précisés dans la description de la fiche. Mais il y a un objectif global pour un public rassemblé, que sont les nouveaux bénévoles d'une part, les bénévoles réguliers d'autre part, et les élus dirigeants. Quel est votre objectif global de formation pour les nouveaux bénévoles? Quel est votre objectif global de formation pour les bénévoles réguliers? Et votre objectif global d'acquisition de compétences pour les élus? Et à l'intérieur de cet objectif global, bien sûr qu'il y a détaillé dans le descriptif plusieurs actions, plusieurs cibles. Voilà. Et puis une personne qui demande en complément s'il y a une définition entre guillemets stricte de la notion de nouveau bénévole. Est-ce que, voilà, nouveaux bénévoles, ce sont ceux qui rentrent qui vont faire partie nouvellement de la participation au projet associatif, et bénévoles réguliers, ce sont ceux qui sont déjà investis. Il n'y a pas le sens de nouveau bénévole. Par exemple, donné par rapport à l'intégration, parce que le nouveau bénévole, c'est celui qui a 1 an, 2 ans d'ancienneté dans l'association. Je ne crois pas qu'il faille rentrer, encore une fois, 2 ans, on peut sûrement considérer quand même que ça y est, maintenant, ils sont un petit peu familiarisés avec le projet associatif et ils ont déjà participé au projet. Et donc, à mon avis, vous pouvez sûrement les faire rentrer dans les bénévoles réguliers. Voilà, il s'agit d'avoir, encore une fois, une logique et une pensée et une appréhension de ces termes comme, voilà, accompagner ceux qui veulent se lancer dans le projet, qui viennent d'arriver, qui ont besoin de découvrir plein de choses par rapport à votre projet associatif, et accompagner ceux
qui, d'autre part, ont déjà maintenant une petite connaissance du projet associatif, se sont déjà appropriés plusieurs missions, plus ou moins souvent, plus ou moins régulièrement, depuis plus ou moins longtemps, effectivement, mais néanmoins qui n'ont plus besoin de découvrir et de se lancer et d'être complètement accompagnés, qui ont déjà une certaine connaissance du projet. Voilà la différence entre ces deux publics. Pourquoi avoir demandé une personne qui demande pourquoi est-ce qu'on distingue élus et bénévoles réguliers ou nouveaux, qui s'interroge sur la différence de besoin de formation qui est identifiée. Je vais laisser le comité consultatif alors répondre, puisque c'est le prisme qu'ils ont trouvé pertinent au regard d'un plan de formation. Alors, est-ce qu'un des membres veut s'exprimer ou est-ce que j'apporte des éléments de réponse? Hubert? Je peux donner deux, trois éléments. Bonjour à tous, Hubert Pénicaud. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adresser au niveau de responsabilité, d'implication, d'engagement des personnes. On comprend assez rapidement que dans une organisation, les élus dirigeants, quels que soient les niveaux, vont avoir un niveau d'implication qui va être différent, qui nécessite un niveau de compétence et donc, du coup, un niveau de formation qui est différent. Voilà. Donc, on a pris ces trois grandes catégories. Elles sont suffisamment larges pour faire en sorte de prendre en compte tous les bénévoles, nous semble-t-il, dans toutes les associations. Hein. Et puis, elles prennent en compte le niveau de responsabilité, donc de compétences, donc de besoin de formation. Et juste pour préciser, je pense que la JEVA me détrompera peut-être, mais dans chaque association, un élu peut parfaitement participer à une formation de bénévoles réguliers. Donc, il n'y a pas de… C'est à chaque association d'estimer quel est le volume de bénévoles qui va être concerné par un objectif. Le comité consultatif a pensé qu'il y avait des types de formations qui étaient plutôt destinés aux élus, aux dirigeants associatifs, et d'autres types de formations qui allaient plutôt s'adresser à l'ensemble des bénévoles réguliers, sachant qu'un élu peut aussi être un bénévole régulier, en fait. Donc, voilà. Il peut y avoir une porosité entre les deux, c'est simplement que les objectifs des formations ne sont pas forcément les mêmes et que vous pouvez avoir des formations qui sont spécifiquement dédiées aux élus bénévoles dans leur fonction d'élu. Juste une petite précision aussi sur la notion d'élu. Hein. Et ça interroge dans chaque réseau associatif. Parfois, souvent, les dirigeants procèdent d'un système électif et donc on les appelle des élus. Il y a des réseaux associatifs où ils procèdent d'une logique de désignation par nomination et ils sont effectivement aussi des dirigeants qui sont désignés, nommés. Donc on ne les appelle pas des élus formellement, mais c'est bien pour qualifier ce niveau de responsabilité au sein de l'association. Quelques questions sur ce qu'on peut intégrer dans la budgétisation de l'appel à projet. Est-ce que, par exemple, des temps de présentation du projet associatif à des futurs bénévoles potentiels qui vont les aider à s'engager ou pas dans l'association seraient éligibles dans le cadre du plan de formation? Je l'ai dit en introduction, les nouveaux bénévoles et la formation des nouveaux bénévoles est éligible dès lors que les bénévoles ont le souhait de participer au projet. Il faut qu'ils deviennent des bénévoles réguliers. Si c'est de l'information à des gens qui potentiellement pourraient être intéressés, vous pouvez bien sûr le présenter dans la demande de subvention, ça rien ne l'en empêche, mais il est probable aussi que l'administration choisira d'accompagner davantage d'autres pans de votre demande de subvention. Encore une fois, des temps d'information et de présentation de l'association ne sont pas des temps de formation. On l'a dit, ça n'a pas changé dans le temps. Le FDVA accompagne la formation des bénévoles pour qu'ils prennent des responsabilités et des missions régulières au sein de l'association. Ce peut être des nouveaux bénévoles, absolument, des gens qui n'en faisaient pas partie et qui ont décidé de s'investir pour le projet associatif au sein du projet associatif. Mais une information générale pour voir s'ils sont intéressés, ça ne correspond pas à la même chose. Une question concernant les salariés comme les coordinateurs d'action de formation en direction des bénévoles.
s'ils peuvent être pris en charge dans l'appel à projet, et si oui, comment? Alors, le FDVA, si la question c'est est-ce que le FDVA peut accompagner des formations qui sont déployées par des salariés de l'association, la réponse est oui, comme par le passé. Le FDVA, de toute façon, apporte une subvention à l'association pour des actions de formation, qu'elles soient dispensées par un bénévole, dispensées ou coordonnées ou déployées par des bénévoles de l'association, par des salariés de l'association ou par des prestataires externes. Ce point-là n'a pas changé par rapport au passé. Je crois que la question, c'est aussi est-ce qu'on peut prendre en charge du temps de travail d'un salarié qui va être formateur des bénévoles? Oui, dans les charges de l'association, dans les charges du budget prévisionnel de l'action, oui, comme toujours pareil, comme ça existait déjà, comme c'était déjà possible. Ok. Je pense qu'on peut peut-être avancer. Une question, alors je pense que la réponse va être rapide, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une certification Calliope? La réponse est rapide, effectivement, puisque je l'ai dit en préambule, il n'y a aucune exigence ni d'agrément, ni non plus d'entrer dans les critères de la formation professionnelle. On n'est pas dans le code du travail et les critères de la formation professionnelle. Donc, la certification Calliope n'est pas nécessaire. Alors, on a beaucoup de questions, je pense qu'on ne va peut-être pas toutes pouvoir les prendre, mais sachez qu'elles sont bien notées, enregistrées et qu'elles abonderont la future foire aux questions qui sera disponible en ligne. Peut-être juste une précision sur s'il y a une définition du bénévole régulier, est-ce qu'il y a un temps de présence, est-ce qu'il y a une définition de la régularité? Non, il n'y a pas de temps de présence. Il me semble que la notion de bénévole régulier, ce sont, voilà, encore une fois, des individus qui ont décidé d'investir et de donner régulièrement du temps de façon répétée au cours de l'année au sein du projet associatif pour le faire fonctionner, pour porter ses projets. Voilà un bénévole régulier. C'est quelqu'un qui donne de son temps pour contribuer au fonctionnement du projet associatif de façon répétée au cours de l'année et de façon désintéressée. Mais il n'y a pas de temps de présence, non. En dernière slide du diaporama qui sera partagé et sur le site, le portail gouvernemental association.gouv et certainement, je crois, par le mouvement associatif, vous trouverez des liens vers des ressources existantes telles que l'appel à projet. Je vous le redis, dans l'appel à projet, il est long, il vous apporte beaucoup d'explications sur la façon de structurer votre demande et la façon de la présenter dans le compte asso. Je vous le redis, on a mis les vocables du compte asso en italique, en gras, pour préciser, pour clarifier ensuite chacun de ces items. Vous retrouverez le webinaire en ligne. Et comme vous l'a dit Adèle Cros, vous retrouverez à terme, d'ici quelques jours, une fois aux questions où nous chercherons au fur et à mesure à répondre aux questions qui auront été posées au cours de ce webinaire, voire parfois que nous aurons reçues antérieurement. Et voilà, des questions qui sont récurrentes et auxquelles donc, nous apporterons des réponses pour que vous ayez déjà toutes ces réponses-là par écrit. Reste disponible sur l'appel à projet les contacts de l'équipe du FDVA pour répondre à des questions encore plus spécifiques ou que vous n'auriez pas trouvé dans la foire aux questions. Mais là, vous aurez déjà, au-delà des contacts, déjà beaucoup de ressources à disposition, apportant beaucoup de clarifications, je l'espère. Peut-être qu'on arrive à la fin de notre temps. Amandine, peut-être rappeler, je crois que la question a été répondue en direct dans l'espace questions-réponses, mais le redire, la deadline pour la réponse à l'appel à projet. Ça revient à plusieurs reprises. Ton micro est coupé, Amandine. Oui, j'ai coupé mon micro, c'est pour ça. C'est le 11 mars. C'est le 11 mars pour le FDVA national. Toujours pareil, hein, c'était l'objet principal de notre intervention. Et peut-être justement là-dessus, puisqu'il y avait quelques questions aussi sur les appels à projets régionaux, pour savoir si certaines régions se mettaient déjà dans l'expérimentation de cette nouvelle
dynamique. Peut-être si tu peux en dire un mot, et puis indiquer peut-être que les appels à projets régionaux peuvent aussi se trouver sur le site association.gouv.fr. Tout à fait. Frédéric, tu as déjà tout dit. Donc, sur le portail gouvernemental, vous avez une rubrique entière dédiée au Fonds pour le développement de la vie associative avec son cadre général et ses différents volets. Et les campagnes lancées au titre de 2022, aussi bien au titre de la formation des bénévoles que des autres volets. Donc, vous retrouverez sur l'article formation des bénévoles FDVA et l'appel à projet national, mais aussi les liens vers les appels qui sont d'ores et déjà publiés par les délégations régionales académiques pour soutenir la formation des bénévoles. Voilà. Et oui, une bonne part de ces délégations régionales académiques accompagneront à titre expérimental la pluriannualité. Certaines ne le feront pas encore, soit pour des raisons de calendrier, parce qu'elles étaient déjà trop lancées pour se lancer dans l'expérimentation, soit pour des raisons aussi de partenariat avec des collectivités territoriales et à ce moment-là, voilà, d'agencement qui méritent plus de réflexion avant de se lancer dans l'expérimentation. Mais donc, selon l'avis des commissions régionales, il y aura expérimentation ou pas expérimentation, mais beaucoup de régions, beaucoup de délégations régionales académiques vont se lancer dans l'expérimentation avec quelques associations. Forcément, ça reste une expérimentation. Je le redis, hein, l'essentiel des accompagnements par les DRAGES se feront au titre d'un accompagnement annuel pour des actions et des journées telles que vous le connaissiez jusqu'à maintenant et telles que ça existe toujours. L'accompagnement pluriannuel par les DRAGES reste de l'ordre expérimental avec quelques associations dont le profil, par leur plan de formation récurrent ou parce qu'elles mutualisent beaucoup d'actions de formation pour des bénévoles d'associations plus larges, je trouve d'autant plus pertinent un accompagnement pluriannuel. Voilà. Bien sûr, ça reste de toute façon toujours une demande de l'association. Une question un peu d'actualité, ça a été posé un peu plus tôt dans le webinaire, mais on peut le préciser maintenant. Est-ce que les formations en ligne sont éligibles, puisqu'il y a pas mal d'associations qui se posent la question. Oui, sur le diapo, il y avait bien dans les modes de formation le présentiel et le distanciel. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à répondre absolument à tout, mais ceci dit, bon, quand même, je crois que pas mal de points ont pu être abordés. Merci beaucoup, Amandine, qui a été vraiment sur le grill pendant 1 heure sur ce sujet plein de complexité avec toutes ces nouveautés. Donc, effectivement, on arrive au terme des échanges. Peut-être juste une chose, alors une question vraiment très, très, très précise d'une personne qui demande s'il y a une limite d'heure pour le jour de la deadline. Bon, je pense que vous avez jusqu'à 23h59 sans doute pour le dépôt des dossiers le 11 mars. C'est tout à fait ça. Le 11 mars, fin de journée, 23h59. Et également une demande sur le moment où les soutiens seront annoncés, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les associations vont avoir le retour de... On reste sur le même calendrier qu'habituellement, a fortiori parce que voilà, autant c'est nouveau pour vous, autant ce sera aussi nouveau pour nous. Donc, même calendrier qu'habituellement, une instruction là au cours de l'été, une réunion du comité national consultatif fin juin, début juillet, et donc des notifications qui vous seront adressées en juillet, si tout va bien. Voilà. Mais ce sera pareil que pour vous, ce sera aussi nouveau pour nous. Alors, je le redis, puisque la question revient très, très régulièrement dans la question-réponse, bien que Amandine ait pu le dire à plusieurs reprises et on l'a reprécisé. Tous les éléments seront bien disponibles, le support de présentation, les éléments de questions-réponses, on va voir sous quelle forme on peut les mettre à disposition, on va voir ça ensemble, mais toutes les ressources seront mises en ligne à la fois sur l'espace dédié FDVA sur association.gouv.fr et sur le site du mouvement associatif, donc vous pouvez retrouver à la fois l'appel à projet évidemment, mais également la présentation et une forme de foire aux questions pour pouvoir retrouver les éléments de réponse qui ont été apportés. À moins que les uns et les autres, Amandine bien sûr, mais Charles-Émeric ou les membres du comité consultatif souhaitent dire un dernier mot, je pense que nous allons pouvoir clore cette rencontre et vous renvoyer tous au remplissage de vos dossiers
Il reste un peu moins de 2 mois, un peu de travail devant nous. Merci à toutes et tous. Très bonne Merci à journée. vous. Et encore un grand merci, Amandine, pour tout ce travail de présentation et d'éclairage. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. J'ai une question, mesdames. Oui, Le nombre de réponses faites, ouais. vous pouvez les récupérer On est en train, là. dans la FAQ. On est en train, ouais. Ah, Adèle, je ne t'entends pas. Parce que Amandine a redit des choses à oral qu'on avait écrit. C'était d'ailleurs pas très simple. Bravo, Amandine, tu ne t'es pas plantée. Je crois à aucun moment tu as dit le contraire. Ouf. Tant mieux. Non, mais c'est compliqué. Donc, voilà, c'est vrai que Ouais, c'est compliqué quand on répond par écrit qu'après, on vous reposait la question à Amandine par oral qu'elle n'a pas pu voir la réponse. Mais au moins que ça serve pour la FAQ, ça serait bien. Oui, oui, bien sûr. Vous arrivez à récupérer. Oui, on est en train de faire les copier-coller. À toute vitesse, C'est les fait, réponses. c'est fait. Voilà. Une question-réponse. Ça serait bien qu'on puisse les retraiter après, les mettre en forme. Absolument. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a pas mal, oui. Plusieurs qui sont revenus plusieurs fois, mais Ouais, du coup, je copie-colle tout et je ferai un tri, puis je remettrai dans les catégories pour que ce soit plus simple, parce que sinon, ça va être difficilement lisible.